le Pitch Club. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a une invitée, en la personne de Léa Landau. Léa, bonsoir. Bonsoir. Alors pour te présenter rapidement, donc, tu es comédienne, auteure, scénariste, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, t'inquiète. Réalisatrice de courts-métrages et bientôt pour du cinéma, Ouais. et également chroniqueuse télé et radio. On est bon ? On a bon. J'ai arrêté les chroniques radio-télé cette année, mais jusque-là, tout est juste. Parfait. Alors on va commencer ce podcast avant de revenir sur ton parcours avec une petite anecdote. Alors Mousse, Alors, peux-tu nous en parler ? ici, on est au Paname Art Café. On est dans la cave du Paname. C'est un comedy club. Ah, d'ailleurs, je commence à flipper. Pourquoi ? C'est deux mecs dans une cave. Ça T'inquiète. Non, t'inquiète, ça va bien se Il y a passer. des preuves Il y a des- audio au moins, t'inquiète c'est pas. écrit. Il n'y a pas d'issue de secours, c'est sûr. Mais bon. Et donc, il y avait une anecdote, c'est que le propriétaire Karim Kachour, tu le connaissais sans le connaître il y a quelques années. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bah oui, en fait, on s'est aperçu de ça avec Karim. C'est que moi, alors on dirait pas comme ça, mais je viens du 9-3. J'ai vécu en cité toute mon enfance à Noisy-le-Sec, dans le 93. Et en fait, j'ai une grande famille. Mon père, il a 9 frères et 6 sœurs. Ils sont 16 enfants. Et donc, la famille, si tu veux, Boutboul, qui est mon vrai nom, eh ben, elle est connue dans le 93. Donc, si tu veux, et un de mes oncles avait il avait, comment dire, un truc de karaté. Un dojo ? Ouais. Tu vois, Ouais. et Karim allait dans son salle de karaté, dans sa salle de karaté. Donc, en fait, D'accord. Karim connaît beaucoup de gens de ma famille avant même que lui et moi on se connaisse. Ça, c'est fou, tu vois. La C'est boucle vrai. est bouclée. Le monde est petit en fait. Ouais. Ouais, c'est le C'est destin. ça. Et d'ailleurs, donc ton oncle, maître de karaté, Ouais. 3e, 4e dan, Ah ça va ouais, jusqu'à quand ? je sais pas. Franchement, je sais même pas, mais il a été maître, champion du monde et tout. C'est un ouf de karaté. Donc quand il y avait embrouille, tu l'appelais quoi. Non, en vrai, je suis devenue Kaira moi-même. Je pense que c'est dans les gènes. Quand j'étais jeune, en bruit, je me battais, moi, rien à faire. Il t'a pas appris 2-3 trucs Si, tu vois, Ouais. les Yen Yodan, les trucs comme ça, Le kata, le quoi. salut, Ouais. ouais. Et toi, de ton côté, t'as pas pratiqué Non, j'ai pas t'as pratiqué le voulu, karaté. Un petit peu, je crois que j'ai fait un cours avec mes cousins et lui dans une piscine. D'ailleurs, je m'en souviendrai toujours parce qu'il disait que les mouvements dans la piscine, ça musclait encore plus Ah. et tout. Donc ça, je m'en souviens, j'avais fait ça. Comme dans Kickboxer. Ouais. Voilà. Et mais non, je me suis arrêtée là, sinon je serais devenue une vraie Kaira. Tu vois. Alors Vrai de justement, vrai. donc tu dis que devenir une Kaira parce que tu as grandi à Drancy, tu as grandi où, en pavillon ou en immeuble ? J'ai grandi à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. Ouais. Pas très loin de Drancy. Je suis née à Drancy. Oui. Ouais, je suis née à Drancy, mais j'ai vécu à Noisy-le-Sec en cité, vraiment en cité. Et je joue au foot avec les mecs de la cité en bas, donc je joue super bien au foot. D'accord, ça, Ah c'est ouais. important de savoir. C'est important de savoir ça. Hein. Oui, si on veut monter une équipe féminine du Paname. Le petit Exactement. pont, tout ça, tu maîtrisais bien Tout, je jongle et tout. ouais. À chaque fois, si je veux impressionner quelqu'un, je prends un ballon de foot et bam, je jongle. Ah, écoute, il y a des fives organisées par les humoristes. Je pense que Allez, go. tu devrais candidater, on va en parler. Bah ok, avec plaisir. Peut-être que tu serais plus forte que certains humoristes. C'est possible. Moi, je suis en On dira talent pas là. de nom, mais je pense que Mathieu Médénian, tu l'éclates. J'en suis sûre aussi. Alors donc t'es resté jusqu'à 7 ans à Drancy. Ouais, c'est ça. Après t'es parti à À Noisy-le-Sec. Noisy. Et Ouais. c'est quel souvenir tu gardes de cette époque parce que t'es... Bah, franchement, une des meilleures. De toute façon, c'est là où vit encore ma famille. C'est toute mon enfance, quoi. La banlieue, moi, j'adore. Bah, j'étais trop bien là-bas. J'étais en famille, quoi. Après, je suis venue à Paris parce que ma mère travaillait sur Paris et que c'était plus simple pour elle. Et voilà, donc, mais je vais encore quasiment toutes les semaines dans ma famille dans le 93. Et donc, Noisy-le-Sec, t'allais voir les matchs de foot parce qu'il y a un club à Noisy qui, à l'époque, marchait bien. Je sais pas Ouais. si les frères Sanjak, Ah oui. Ben, ça te dit quelque chose. ouais, écoute, alors non, mais juste en bas d'où vit ma tante encore, la cité où elle vit, il y a un énorme stade de foot. Ouais. Et donc, on y était vraiment tous les week-ends. Et je te dis, je jouais vraiment tous les week-ends. Et donc, c'est beaucoup de bons souvenirs. Trop de bons souvenirs. Est-ce qu'il y avait déjà des vannes à l'époque ? Bah ouais, mais Ouais. moi, je suis une vanneuse depuis que j'ai 4 ans, je Ça pense. partait déjà ? Ouais, ça partait déjà dans tous les sens. C'est parce que justement, dans une de tes interviews, tu parlais de ta famille, tu disais qu'il y avait une ambiance où ça très chaleureuse, où ça vannait pas mal, et donc ça vient de là, tu penses Ouais, dans ma famille, comme dans beaucoup de familles orientales, ça parle fort, ça se taquine, ça se charrie, donc ça t'empêche. T'as pas le droit d'être timide dans ce genre de famille, tu vois. Donc déjà, si tu veux exister, vu qu'il y a un brouhaha immense, t'es obligé de parler fort et de prendre la place. Et donc moi, en fait, mon atout, vu que j'avais pas envie de gueuler, bah, c'était de les faire rire. Donc je faisais le pitre et hop, j'attirais l'attention comme ça.
Et ça se passait comment tu dis faire le pitch? C'est-à-dire tu montais sur la table, tu faisais des sketchs, tu faisais des blagues improvisées? Ouais, je faisais des blagues, des petits shows, je faisais rire tout le monde. Imitation un peu? Alors non, pas. Je suis vraiment nulle en imitation, mais alors D'accord. nul. Non, pas d'imitation, mais vraiment, ouais, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme ça, c'est un truc inné. Tu vois, t'es en repas de famille, à un moment donné, l'attention se tourne toujours vers toi parce que tu vas sortir la connerie, Ouais, tu vas faire un charrier, truc quoi. marrant. Ouais, c'est ça. Comment la comédie est venue justement dans ton parcours? Parce que de ce que je vois, c'est que tu as fait quand même des études scientifiques, après tu as fait du droit. Ouais. Ça, c'était pour faire plaisir aux parents? Bah évidemment. Tu sais, les parents, moi je suis, mon père il est artiste peintre, donc il a pas fait d'études, et ma mère elle a été secrétaire d'un magasin de jouets, puis gérante de restaurant et tout ça, puis dame pipi. D'accord. Donc si tu veux, j'ai 2 parents qui ont pas fait d'études du tout. Donc quand mon grand frère et moi on a eu l'âge après le bac de faire quelque chose, ils ont dit médecin ou avocate, c'est comme la majorité des familles quoi. Et donc, mon frère a fait médecine et moi, j'ai fait du droit, alors que dès le bac, je voulais arrêter pour jouer. Moi, je voulais être comédienne depuis toute petite. Et en fait, mes parents ont dit non, tu choisiras quand tu pourras plus tard. Donc, j'ai fait 6 ans de droit après mon bac scientifique. Et j'ai fini major de promo. J'étais enseignante en droit du travail et tout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh là, c'est pas du tout ma vie, quoi. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. À 1 mois du barreau. Donc, ils avaient envie de me tuer. À 1 mois du barreau? Ouais. C'est-à-dire que, ouais, on va expliquer pour ceux qui ne savent pas pour devenir avocat en fait. Ouais. Tu dois passer un concours. C'est ça. Et c'est un concours qui est très très difficile, Ouais. qui conclut 6 années d'études très dures. Exactement. Ouais. Et donc pour tes parents, j'imagine, ça devait être un désastre. Ouais, parce que je devais passer l'examen 1 mois plus tard et si tu veux, mon cycle d'avant, je l'avais terminé major de promo. J'étais la première de toute ma classe, donc j'avais un bon niveau et je bossais déjà en cabinet d'affaires. Et voilà, j'aurais pu avoir une bonne carrière d'avocat, mais quand je leur ai dit je passe même pas l'examen, ils sont devenus dingues. Mais c'est passé quoi dans ta tête? Très simple. Je suis allée un jour dans le cabinet d'affaires dans lequel je bossais, avenue Niel, dans le 17e. Et puis, j'étais tous les jours dans le même bureau, les horaires de bureau et la machin. Et puis, ma vie, c'était pas ma vie. Je me marrais plus. C'était plus moi, quoi. Donc, même quand on te disait ça va comme un lundi ou... Ouais, non, mais ça va 2 fois, tu pleures. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûr, ça va? Là, tu pleures. Et pourquoi tu pleures? Je sais pas. Ah, tu pleurais carrément au boulot? T'es sur les nerfs, t'es à fleur de peau. En fait, quand tu fais un truc que t'aimes pas du tout. Mais tu sais, souvent, je dis, c'est tellement un luxe de savoir ce qu'on veut faire dans la vie qu'il faut pas passer à côté. Combien il y a de gens, tu leur dis, ils disent, j'aime pas mon taf. Et tu dis, ok, vas-y, je te donne une baguette magique. Demain, tu fais quoi? Et il y en a plein qui disent, je sais pas. Ouais. Moi, depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, je sais ce que je veux faire. Donc là, je me suis dit, j'ai déjà perdu 6 ans après le bac. Je me suis dit, stop, c'est fini. Pour toi, c'est perdu, c'est-à-dire que ce que t'as fait pendant 6 ans, ouais. Ces études-là, c'est... En réalité, non, parce que tu vois, ça m'a appris l'écriture, ça m'a appris plein de choses. Et puis après, je suis devenue auteur en télé malgré moi. Et je pense que c'est lié aussi à mes années de droit, si tu veux. Mais je pourrais jamais savoir. Si ça se trouve là, je serais un step beaucoup plus ouf que maintenant si j'avais commencé quand je voulais. Tu penses que t'aurais été drôle dans les prétoires? T'aurais fait des vannes? C'est sûr. Mais t'es une avocate marrante? C'est le gros problème. Tu sais que même mes amis, quand ils ont un gros souci, je suis obligée, mais un drame, hein, n'importe quoi, ils viennent me raconter, hein, je désamorce toujours avec une vanne. Je suis là, hein, je suis hyper en soutien, je suis une bonne amie et tout, mais je vais toujours glisser une vanne. Et à chaque fois que j'écris quelque chose, tu vois, parce que tu disais, David, je suis scénariste et tout, j'arriverai jamais à écrire un drame sans vanne. C'est pas possible. Je crois que c'est dans la nature. C'est qu'il y a une blague qui tombe quelque part. Ouais, pour moi, l'humour, c'est essentiel. C'est un médicament. T'es obligé, ouais. C'est naturel. Alors, comment tu faisais justement quand tu dis ça fait depuis 3-4 ans, tu sais à peu près que tu veux faire comédienne et t'as tenu quand même jusqu'à 6e année de droit. Ouais. Quelle place occupait la comédie dans ta vie à ce moment-là? Écoute, j'ai toujours joué quand même, tu vois, en primaire, il y avait un spectacle, je levais la main toujours pour être le rôle principal. Donc, mon premier rôle, c'était Les Femmes savantes de Molière et tout, en école primaire. Après, j'ai poussé ma mère, je la saoulais pour faire des castings. Donc, je faisais quand même des castings pour faire du cinéma et tout. Et puis, elle voulait pas que je le fasse. Et après, écoute, dès que j'ai eu mon bac, je me suis inscrite et que je gagnais un peu ma vie. Je travaillais comme caissière dans un Monoprix. Et j'ai payé mes cours de théâtre. Et
en dehors de mes cours de fac, de 18h à 22h au théâtre Trévise, je m'en souviendrai toujours, j'ai fait des cours de théâtre du soir. Et pendant 7 ans, j'ai fait des cours de théâtre en scred. Donc, la comédie était toujours là. Personne ne savait dans ta famille? Bah non, bien sûr que non. Mes potes savaient et tout. Moi, je faisais des cours de théâtre le samedi, par-ci, par-là. Je trouvais toujours un moyen de faire du théâtre. Mais je comprends parce que tu dis que ton père, peintre, artiste, il devrait comprendre ce genre de choses. Bah non, mais parce qu'il a galéré. Quoi, il faisait des toiles à Montmartre? Ouais, alors non, il a jamais fait Montmartre, mais il faisait des toiles, bah justement dans son petit pavillon de banlieue là, et puis il essayait de les vendre, ça marchait un petit peu. Puis il était beau gosse, donc ça va, tu vois, il arrivait à charmer les gens pour vendre ses toiles. Et aujourd'hui, il vit aux États-Unis parce que ça marchait mieux là-bas. Ah ouais? Ouais, il est parti à Miami. Ah ouais, c'est un kiffeur. Ouais, c'est un kiffeur de ouf. Bah écoute, il a compris, il s'est dit, voilà, moi j'ai rien construit en France, viens, je me casse, peut-être je vais partir avec du sang neuf là-bas. Et il a vraiment bien fait. L'art marchait mieux là-bas. Mais mon père, il a tellement galéré. Mais comme ma mère, en fait, c'est deux personnes qui ont galéré, qui n'ont pas de thunes, qui n'ont pas de patrimoine, qui ont machin. Donc, quand ils ont vu qu'on avait les capacités, nous, aujourd'hui, de faire des études, ils se sont dit, c'est de la folie. Ouais. Eux, ils ont été obligés d'arrêter pour, tu vois, nourrir la famille, les machins. Mais moi, comme ils ont pu me donner les moyens de faire des études, c'était horrible pour eux que je le fasse pas. Ah, ils sont nés en France ou en Tunisie? Mon père est né... mon père est un des premiers des 16 enfants à être né en France. Mais il y a beaucoup de ses frères et sœurs sont nés à Tunis. Mes grands-parents sont tunisiens. Et ma mère est d'origine italienne, donc rien à voir. Mais enfin, voilà, tu vois. Mais c'est... Oh, rien à voir. Attends. Ouais, c'est à Italie, quelques kilomètres. Tunisie, c'est très proche. Ouais, c'est très proche. Il y a beaucoup d'Italiens en Tunisie. C'est vrai. Et beaucoup des Tunisiens qui sont passés pour des Italiens. Ouais. Il y a des différences culinaires, Ça, c'est par contre, ça c'est clair. À l'accent, on les grille quand même, à l'accent. Ouais. Et de ces origines-là, comment ça s'exprime dans ton humour, en fait, ces origines? Écoute, franchement, je sais pas, je te dis, je pense vraiment que je viens d'une famille qui parle avec les mains, qui est assez exubérante, etc. Et donc, j'ai vite fait ma place, quoi. Et puis, j'étais très garçon manqué, moi, quand j'étais petite. Et encore une fois, je pense que j'ai tellement vécu dans un milieu assez masculin que je voulais pas me faire écraser et tout ça. Donc, C'est pour ça que t'as une voix forte, en fait. Ça Ah ouais, peut-être. Ouais. Bah, on me dit souvent, j'ai une voix de poissonnière ou titi parisienne et tout, parce que je gueule, je gueule. Enfin là, t'as vu, j'essaye de faire un effort, classe, chic. Mais en vrai, non, je gueule, je m'impose, j'ai du caractère. Et donc, je pense que l'humour, c'est devenu mon atout. Mon atout d'attraction, quoi. Je dirais même du charisme, c'est-à-dire quand on te voit sur scène, ce que je remarque toujours, c'est le charisme. Ah ouais, tu trouves que j'ai du charisme aussi? Beaucoup de charisme. Je t'adore. Tu t'arrives, tu en imposes. Ah ouais. Voilà. C'est Léa Landau qui monte sur scène, elle s'adresse au public, et c'est des vannes qui sont toujours bien calibrées, bien travaillées, bien écrites, le rythme, tout ça, le jeu. Ça, tu l'as appris à l'école de théâtre? Alors non, je crois que l'humour, ça m'est venu en étant auteur. Je suis devenue, si tu veux, la présence scénique, oui, forcément. Ouais. Je pense que je l'ai appris dans mes cours de théâtre. Le fait de porter sa voix aussi et de s'adresser aux gens et d'en imposer quand tu es sur scène. De pas avoir les jambes qui flageolent et tout ça, tu vois. Mais l'humour et tout, je pense que c'est venu en étant auteur pour des émissions télé, des émissions radio. J'ai dû écrire des vannes au kilomètre. Et ça m'a appris les structures, l'écriture et tout. Et je fais toujours très attention à ce que j'écris. Je veux que ce soit à la fois intelligent, drôle et qu'il y ait du sens dans ce que je vais raconter. Et parfois, d'ailleurs, on me dit, tu parles trop vite parce que souvent, j'ai une vanne, mais le temps que les gens la saisissent, je suis déjà sur la vanne d'après. Et du coup, tu vois, on rate un petit créneau parfois. Ça arrive. Alors, comment tu t'es retrouvé dans l'humour au lendemain de tes études de droit? Tu dis voilà, j'arrête tout, je plaque le droit. Ouais. Moi, ma vie, c'est la comédie, c'est l'humour. Et comment ça se met en place dans ta vie, cette transition? Eh ben, écoute, très simplement. Alors déjà, faut savoir qu'à partir du moment où j'ai quitté le droit pendant 10 ans, mes parents disaient à tout le monde que j'étais avocate tellement ils avaient honte. Je te jure que c'est vrai. J'ai arrêté, mais ils comprenaient pas ce que je faisais. Je suis devenue chroniqueuse télé. J'ai fait un casting et tout très vite. Et j'avais dit à mes parents, si dans 1 an je réussis pas à mettre un pied dans le cinéma, je passerai le barreau l'année prochaine. Et donc, ils m'ont dit OK, sauf que j'ai répondu à un casting à l'époque sur Internet, sauvage. Ils cherchaient des animatrices télé pour une émission jeunesse, même débutante. J'ai écrit. Et justement, je pense que mes 6 années de droit m'ont fait passer des 1500 candidates à la première. Parce que c'est moi qui ai fait l'ouverture de la chaîne et tout, parce que j'avais vachement plus d'aisance, de mémoire, du texte et tout ça.
Et puis ma drôlerie qui est naturelle, je pense, tu vois, le côté souriant, très sympa. Et donc voilà, et petit à petit, finalement la télé m'a happée. Et puis on m'a demandé, comme j'écrivais tout ce que je disais comme conneries à la télé et que ça faisait rire quand même pas mal de gens, on m'a demandé de faire de la radio, d'écrire, d'être auteur. Et puis ça s'est fait petit à petit. Et c'était pour quelle chaîne ? Ça s'appelait Fille TV, c'est une chaîne qui n'existe plus. D'accord. Ouais. Et tu dis, cette rigueur, elle te vient du droit, en fait. Ouais, en vrai, oui. Apprendre les textes, parce que je sais qu'en droit, il y a énormément d'articles qu'il faut que tu apprennes par cœur. C'est horrible. Donc, en fait, tu peux acquérir une mémoire d'éléphant assez facilement. Ouais. Ah ouais, moi, j'apprends les trucs très, très, très vite. Donc, la méthode de travail que je peux avoir là dans l'humour, tu vois. Déjà, le droit, ça t'oblige à être rigoureuse, à travailler régulièrement, beaucoup, et avoir une bonne mémoire. Et en fait, dans l'humour aujourd'hui, même si on s'en rend pas compte quand on est sur scène, les gens ils pensent que t'arrives, que tu fais des vannes, et c'est tout le style du stand-up. Ça, d'ailleurs, c'est de faire genre que tu racontes un truc qui a pu t'arriver hier, mais en fait, c'est tellement de boulot. Pour que ce soit parfait, c'est tellement de taf. Et le droit m'a aidé, ouais. D'accord, donc tu fais chroniqueuse télé, ouais. Et puis et la scène, ça vient comment après ? Et la scène, bah écoute, je passe un casting, donc je fais chroniqueuse télé, mais je lâche pas ma passion première qui est de jouer et d'être comédienne. Et je passe des castings. Et là, je passe un casting pour Canal+, à une époque, je sais pas si tu te souviens de cette mode de VDM, là, des vies de merde. Tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de... Des petites pastilles. Ouais, c'est ça, des petits trucs, genre, il y a un mot sur mon pare-brise, genre, j'ai tout défoncé, je vous laisse pas mon numéro, VDM, vie de merde. C'était des petits trucs comme ça. Oui, c'était un peu, c'était en 2006, 2008. Ah ouais, c'est vieux, ouais. Et en fait, Canal+ décide de s'associer avec Juste pour rire, qui produit des artistes, des humoristes et tout, de faire un programme court de ces petites vies de merde, de les filmer, en gros. Et moi, je passe le casting. On m'envoie sur le casting et dans le public, enfin les gens qui sont là, qui auditionnent, il y a le dénicheur de talent de Juste pour rire dans la salle, qui s'appelle Gérard Sibel à l'époque, qui a découvert Dubosc, Foresti, des gens comme ça. On va parler de Juste pour rire, pour préciser un petit peu. Ouais, bien sûr, vas-y. Voilà, donc c'est un festival, je crois, qui se passe au Canada. Gros festival. Gros festival d'humour à Montréal. Ouais. Et donc, ils invitent tous les ans des humoristes français, beaucoup, qui vont là-bas. Et donc, dans la salle, il y avait une des personnes qui travaillait pour le... Non, alors, il y a Juste pour rire, c'est un gros festival à Montréal, mais c'est aussi une grosse boîte de production d'artistes. Donc, ils ont produit Florence Foresti à ses débuts, Dubosc, Gaspard Proust. Et en fait, c'est eux c'était les producteurs de ces artistes, mais en France. C'est une grosse boîte de prod. D'accord. En plus de faire ce festival sur lequel j'ai bossé comme auteur aussi plus tard, tu vois, toutes les boucles se bouclent. Enfin, ça se dit pas du tout ce que je viens de dire, mais on s'en fout. C'est pas grave. On a la roue tourne, elle tourne. Voilà, la roue tourne et tourne. Le serpent, il se mord tout sauf la queue. Donc, et en fait, dans la salle, il y avait un des mecs qui bosse pour cette boîte de production et qui vient me voir après en me disant, est-ce que tu as déjà fait de la scène? Et je lui dis, bah oui, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et il m'a dit, mais du stand-up, du one woman show, il me dit. Ah, je dis non, ça, je fais pas. Il m'a dit, mais s'il faut que tu fasses ça, t'es faite pour ça. Et je lui dis non. Première année, il me relance. Deuxième année, il me relance. Troisième année, il me relance. Et à un moment donné, je dis, bon, le mec ne va pas me lâcher. Donc, pour qu'il me lâche, je lui dis, bon, vas-y, ok, j'écris un petit truc. Et en fait, il me dit, ouais, tu fais juste un quart d'heure. Et j'écris mon quart d'heure l'été. En septembre, je le fais. Ça marche super bien. J'ai joué à la Cible, je me souviens, c'est une ancienne boîte d'accu à Pigalle qui est une espèce de scène ronde. D'accord, et t'as le public tout autour de toi. Il y a 47 places. T'as du miroir au plafond. Enfin, vraiment, c'est assez fou. Et en fait, ça a marché. Donc, j'ai écrit la demi-heure, puis l'heure. Et après, ça, c'était en 2010. Et depuis, j'ai pas quitté la scène. À part un an ou deux parce que je me suis concentrée sur d'autres projets. Mais voilà. Il y a ton spectacle en 2012, si je dis pas de bêtises, Léa Landau, Elle tue. Ouais. Et sur l'affiche, d'ailleurs, tu fais un clin d'œil au paquet Marlboro. Ouais. Alors, peux-tu nous raconter un peu l'histoire de ce spectacle? Bah, c'était mon tout premier spectacle. Et en fait, justement, je voulais avoir un style qui n'existait pas trop chez les humoristes féminines. En fait, j'étais allée voir plein de nanas. Et puis, tous les thèmes communs, je les barrais. Donc, les trucs de princesse, machin, en plus, c'est tellement pas moi, tu vois. Donc, les trucs d'amour, les trucs un peu simples, les trucs de fifi, quoi. Ce que je ne critique pas, mais c'est pas moi. Et en fait, je me suis dit, putain, il n'y a pas de nana à l'époque un peu trash dans l'écriture. Justement, la Gaspard Proust, j'avais envie d'un truc un peu comme ça, bien écrit, qui raconte un truc, mais qui soit un peu incisif. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça.
Et en fait, mais j'ai pensé marketing au lieu de penser à ce que j'avais envie de raconter, ce qui était l'erreur de débutante. Et en fait, pareil, le paquet de Marlboro qui faisait mon affiche, tout le monde l'a retenu, cette affiche. Et c'était mon but. Tout le monde a dit, toi, t'es la nana de l'affiche du paquet de Marlboro. Donc, j'avais réussi mon coup, mais en fait, c'était pas ça l'intérêt. Parce que, en fait, c'était au début où on mettait des images un peu dures sur les paquets. Ouais. Et donc, ça faisait choc. Parce qu'avant, on a acheté un paquet de cigarettes, il y avait juste la marque. Et là, il commençait à avoir Il commençait à avoir juste les indications écrites, pas encore les images dégueulasses. Et ça venait, quoi. Sinon, j'aurais pas mis ma photo. Donc, toi, t'as anticipé là-dessus. C'est-à-dire, tu étais là, attention, danger. Vous venez, vous allez apprécier, mais vous allez... Bon. Exactement, vous allez apprécier, mais attention, ça risque d'être un peu dur. Accoutumance. Ouais. Alors, d'autant plus que t'as une période où les réseaux sociaux sont, enfin, en 2012, il y a Twitter qui s'est un peu développé, mais c'est pas encore ça. Instagram, je crois que ça n'existe pas encore. C'est un balbutiement. Facebook, c'est vraiment un truc pour les amis. Ouais. Donc justement, c'est là où t'as tout misé sur le marketing de l'affiche. Exactement. Ce qu'on fait comment à l'époque, en gros, si tu passes pas la télé ou la radio, t'as pas de promo, c'est ça? Ben non, c'est ça, le truc, c'est ça. Il y avait peu, en plus, on était quand même beaucoup moins que maintenant, en 2011. Donc je me suis dit, il faut une affiche forte. Moi, je voyais quelques affiches à droite à gauche et je me dis, tout le monde avait un beau portrait, une belle tête et tout, et moi, j'ai pas un physique reconnaissable, tu vois. J'ai pas un truc genre une grosse paire de lunettes, la tête de Paul Mirabel ou de Boudère, ou tu vois, il y a pas. En fait, si tu fais une photo de moi, j'ai un physique très classique. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui bastonne. Et en fait, voilà, j'ai pensé à cette affiche de Marlboro, du paquet de Marlboro, où j'ai remplacé les 2 trucs rouges du haut par des rideaux de théâtre. Et j'ai mis ma photo au milieu, et puis ça a vraiment marché. Et c'est vrai, comment faire. À l'époque, je faisais un peu de télé, donc j'essayais de glisser ma promo dès que je faisais une émission. Et ça marchait? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui venaient grâce à tes chroniques? Ou parce qu'ils m'écoutaient à la radio. Je fais de la radio depuis que j'ai commencé la télé quasiment. Donc j'ai été sur Ado FM, sur Génération et Europe 1. Et en fait, et surtout, j'ai une voix reconnaissable, donc les gens me reconnaissent à ma voix et cherchent. Et après, il y a beaucoup de gens qui venaient grâce à ça. Et j'ai enchaîné les festivals aussi en 2011. Festival d'humour. En fait, en 2012, il n'y a pas encore toutes ces scènes ouvertes. Ouais. Et comment tu arrives justement à un spectacle sans avoir travaillé Eh ben, écoute, je faisais beaucoup de festivals. Et en fait, et puis il y avait quand même pas mal les petites salles de stand-up commençaient à mûrir un petit peu, à grandir, à pousser dans Paris. Donc il y avait le Pronzo qui était une pizzeria. On jouait dans une pizzeria. Il y avait au gymnase, il y avait des petits trucs en bas, la Candidator. En fait, j'allais au field énormément le dimanche soir. Et il fallait se battre pour jouer, mais un truc de fou, hein. Et donc, si je jouais pas, j'enchaînais, je prenais plein de flyers. Et justement, donc, mon affiche marquait quand même pas mal. Et j'allais à la sortie des théâtres, même ceux où je ne jouais pas, et je distribuais mes flyers alone, quoi. Je faisais vraiment à l'ancienne. J'allais dans des restaurants, je leur demandais si je pouvais mettre mes flyers dans leurs toilettes parce qu'ils avaient un emplacement que pour ça. En fait, fallait se fighter, quoi. Mais de la même façon qu'aujourd'hui, finalement, pour exister, même si t'as tous les réseaux sociaux et les chaînes YouTube et tout ce que je ne fais pas, il faut se fighter, ça veut dire il faut bouffer de la scène tout le temps. Aller à la rencontre du public et dire voilà, je suis là, j'existe, je suis au milieu de tous ces gens. Et donc, faut se démarquer autrement que grâce à une petite affiche, c'est encore plus dur finalement. D'accord. Ouais. Le Pitch Club. Par rapport à la radio, tu as bossé avec Anne Romanoff pendant longtemps. Eh ben, écoute, alors déjà, puisque tu parles de Romanoff, je fais juste une petite digression sur La Classe, tu sais, cette émission qui était sur France 3 et qui, moi, c'est ma génération, tu vois, Palmade, Robin. Alors, La Classe, on va préciser, c'est une émission humoristique qui passait sur France. Enfin, France, à l'époque, c'était France 3, non FR3, à l'époque, FR3. Le dimanche. Dimanche soir. Et en fait, c'était une classe avec plein d'humoristes, avec un prof, et il venait au tableau, il faisait des blagues. C'est ça, il faisait du stand-up en vrai, mais dans un décor de classe. Je crois qu'il y avait Laurent Baffy. Il y avait Bigard, Baffy, il y avait Larocque, il y avait Palmade, il y avait Romanoff. Toutes les stars du seul en scène. Exactement. En fait. Et moi, c'est vraiment ce genre d'émission où je me suis dit, putain, un jour, je veux faire ça, en fait. Donc toi, tu les voyais à la télé, et un jour, tu t'es face à elle. Exactement. Comment ça s'est passé? Écoute, alors, ce qui s'est passé avec Romanoff, c'est qu'un jour, je reçois un message sur Facebook qui dit bonjour Léa, c'est Anne Romanoff, j'aimerais bien, j'ai beaucoup entendu parler de vous, j'aimerais bien vous avoir dans mon émission sur Europe 1, voici mon numéro Amitié. Et là je me dis ok, super, tu vois, je connais mes potes, ils savent très bien que j'avais envie de bosser à fond et tout, et je me suis dit bon, quelqu'un a fait une blague vraiment naze.
Et donc, je réponds, oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'as raison, avec plaisir. Et puis, c'est tout, rien de spécial. 2 jours après, je jouais dans une émission télé où il y avait plusieurs humoristes, dont Anne Romanoff. Et elle me dit, alors, t'as eu mon message? Et là, je me dis, ouais, d'accord. Ok, donc vraiment. Et écoute, elle m'a pris la semaine d'après dans son émission. Elle m'a même pas fait passer de casting, d'essai et tout. Je pense qu'elle a eu vraiment confiance en la personne qui lui a dit tu devrais rencontrer Léa Landau. J'ai fait ma première émission avec elle et à la base c'était pour faire un remplacement et finalement elle m'a gardée et j'ai travaillé avec elle 9 ans jusqu'à cette année. C'était une émission qui avait lieu toutes les semaines à l'époque et puis qui est devenue quotidienne quand même. Après, c'était un gros travail, j'imagine. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Hein. Tu vois, écrire une chronique tous les jours de radio, d'actu, de machin, plus tout ce que je faisais à côté, c'était un peu dur. Alors après, elle m'a mis souvent en sniper, c'est-à-dire t'es là, tu fais juste des vannes, tu rebondis. D'ailleurs, je pense que c'est mon point fort. Je suis pas une très bonne chroniqueuse. C'est un autre exercice. Tu vois, c'est ton moment, t'as 3 minutes pour... c'est pas comme la scène, quoi. T'as pas de répondant, c'est pas pareil. Et je pense que je suis meilleure snipeuse que chroniqueuse. Et ça t'a apporté quoi, cette expérience? Ça a été super bénéfique dans le sens où maintenant j'ai la répartie permanente, etc. J'ai l'esprit vif, je suis toujours à l'écoute pour essayer de lancer une vanne au bon moment dans la respiration et tout. L'inconvénient, c'est que j'ai peur du blanc. Et donc sur scène, ça se ressent. Ça, c'est une déformation professionnelle de la radio. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'humoristes qui vont chercher des rires avec juste une mimique, un silence. Et moi, on me le dit souvent, je parle vite, je laisse pas les gens respirer, mais parce que c'est ma crainte du blanc. J'ai toujours peur que les gens se fassent chier. Je me dis, il faut enchaîner parce que là, on va s'ennuyer pendant la petite seconde qui est suspendue. Et en fait, je travaille vachement là-dessus. C'est une déformation. Tu trouves que tu réfléchis trop quand tu joues? Alors non, heureusement, j'espère que non, parce que sinon ça veut dire que je suis plus assez sincère avec le public et ça, non. Je réfléchis avant. D'accord. Mais en tout cas, après justement, ce qui est horrible, c'est que c'est devenu tellement naturel que j'ai même pas besoin de réfléchir. Le blanc, j'aime pas, donc je le fuis et je travaille là-dessus en dehors de la scène pour essayer d'apprendre à Et comment tu travailles ça en fait? Je m'enregistre, tu sais, au Paname, je crois que tous les artistes font ça. On arrive sur scène, on pose notre téléphone sur la chaise haute qui est à côté et on s'enregistre. Et vraiment, même si c'est dur, parce que c'est horrible de s'écouter. Moi, j'ai fait 20 ans de télé et je vous jure que je vous mens pas, je ne me suis jamais regardée. Jamais, je peux pas. À chaque fois que je me suis vue à la télé, je zappais ou je me supporte pas. C'est horrible d'être confronté à sa propre image. Et là, de faire cet exercice de s'écouter pour savoir quelles sont tes faiblesses, tes points forts et tout, je me le force à le faire parce que je sais que c'est important. Et je me suis rendu compte que je parlais vite parce qu'on me le disait. Ouais, tu travailles seul. Je veux dire, tu bosses avec une équipe. Comment ça? Alors, j'ai travaillé seul pendant très, très, très longtemps. Pendant 20 ans quasiment. Et là. Tu faisais de la scène, c'est ça? Ouais, de la scène, de tout. Tu sais, j'ai été directrice artistique d'émissions télé, directrice d'écriture, scénariste. Et j'ai toujours travaillé seule. Parce que parce qu'à l'époque, je pense que j'étais jeune et têtue, donc j'avais du mal à accepter les avis des autres et je savais exactement où j'avais envie d'aller. Et en fait, je me suis rendu compte que le duo, c'était une richesse. Juste parce que ça peut être juste un ping-pong qui va te donner une meilleure idée que la tienne ou qui va rebondir sur ton idée et tu vas enrichir. Et donc, depuis quelques années, depuis, on va dire 3-4 ans, je fais confiance à une personne. Alors, j'ai eu un auteur pour mon 2e spectacle qui m'a filé un petit coup de main. Juste, je lui ai donné mon texte brut et je lui ai dit, vas-y, dis-moi ce que t'en penses et machin. On a travaillé un peu à distance. Quelle est cette personne, si c'est pas indiscret? Grégoire, il s'appelle. D'accord. Ouais. Et là, je bosse avec un mec qui s'appelle Romain Despérou. Romain Despérou. Ouais, qui bosse plutôt dans la pub. Et il t'apporte quoi, lui? Il m'apporte justement tout le recul que j'ai pas quand je m'écoute et puis moi, j'ai pas envie de me regarder, j'ai très peu envie de m'écouter. Donc, quand je sors de scène, je lui envoie la note, l'enregistrement de mon passage. Et lui, il a un recul très objectif. Donc, il va me dire, ouais, justement, c'est lui qui m'a dit, tu parles trop vite, laisse du temps, machin. Et hier, on a fait une scène ici au Paname, il était dans la salle et il m'a dit, c'est fou, quoi. Il m'a dit, j'ai vu par rapport aux autres, il dit, t'as pas de respiration. Et il me dit, est-ce que t'as remarqué? Parce que moi, je le fight à chaque fois, je lui dis, là, il manque une punch, il manque une vanne, je le sens. Et tu vois, dans l'impro sur scène, par exemple, j'ai un petit passage hier où je fais juste un rire de nervosité. Et ce rire-là, il ramasse toujours des rires.
Et il me dit, tu te rends compte que juste avec ton truc d'impro, sans punch, sans texte, en fait, tu chopes ce que tu veux avec juste de l'écriture. Et il m'a dit, ça, faut que tu le travailles. S'il était pas là, je m'en rendrais pas compte. Et justement, donc à l'époque où tu faisais ton spectacle, ça, tu pouvais pas t'en rendre compte. Exactement. Et sachant qu'à la radio également, tu peux pas trop laisser de blanc à l'antenne, parce que c'est vrai qu'il faut enchaîner les... Ouais, exactement. Peut-être une des formations professionnelles que tu as eues. Et c'est ça, ce que je te disais. Donc, je travaille là-dessus parce que 9 ans, enfin, j'ai fait 9 ans avec Romanov, mais j'ai fait beaucoup plus d'années de radio et de télé que ça. Ouais. Et télé en direct, donc pareil, peur du blanc. Et là, s'il avait pas été là, je m'en serais pas rendu compte. Et grâce à lui, je bosse là-dessus, ouais. Comment vous vous êtes connus? Bah écoute, incroyable, mais tu vois, moi c'est la vie, il m'a écrit sur LinkedIn et je n'utilise jamais LinkedIn. Ouais. J'avais fait un compte pour faire genre, comme Twitter. J'ai Twitter, mais j'utilise jamais Twitter. Et j'ai quand même quelques notifs sur mes mails. Et en fait, je regarde jamais. Et pendant le confinement, j'étais en train d'écrire pour mon tout nouveau, enfin ce que je fais là au Paname, c'est du tout neuf. J'ai écrit pendant le confinement. Et je me suis dit, putain, dès que le confinement est fini, je vais fouler les scènes parisiennes pour rôder tout ce que j'écris et tout. Et pile à ce moment-là, ce mec que je ne connais de nulle part m'envoie un message en me disant, écoute, je te suis depuis quelques années. J'aime vraiment ce que tu fais et j'aimerais travailler pour toi. Et il me dit, voilà, je bosse surtout dans la pub, mais moi, j'ai toujours aimé l'humour. J'ai écrit un tout petit peu pour un ou deux humoristes. Il m'a dit, j'ai dit, OK. Et je lui ai dit, écoute, je suis hyper difficile. Donc je lui ai dit ce que tu peux faire, c'est je vais te donner un thème, écris 2 pages dessus et puis je vais voir ce que ça donne. Et je lui ai dit bah vas-y, écris j'ai 41 ans et j'ai pas d'enfant. Je lui ai dit parce que c'est mon cas. Donc je lui ai dit fais-le, si ça me plaît, on bosse ensemble. Je lui ai dit en tout cas t'arrives à point nommé, pourquoi pas. Et il m'a renvoyé 2 pages et sur les 2 pages, il y a 10 punchs que j'ai vraiment trouvé intéressantes et je me suis dit OK, ce mec est cool. Et on a commencé à bosser comme ça. Après, ça a matché, quoi. Et ça a matché. Et aujourd'hui, franchement, je peux le dire, je l'adore. J'adore ce mec et il m'apporte beaucoup, beaucoup de choses. Il est top. Lui, il vient de la pub, c'est-à-dire que il a une écriture particulière qui t'intéressait par rapport à ça? Non, ouais, je pense qu'il a une, comme moi quand je faisais du droit, si tu veux, tu vois, je pense qu'il fait un boulot alimentaire qui lui plaît, qui est pas très loin de ce qu'il est. D'accord. Parce qu'il est bon là-dedans, il est bon dans le marketing et la pub. Mais je pense que dans ses tripes, ce mec-là, il aime la scène, mais pas pour être sur scène. Il aime cet univers. Il connaît plein de trucs, tu vois. Il a un recul. Justement, il a une objectivité, un recul sur plein d'artistes. Et ça, c'est ce qui me manque, moi. Moi, j'ai trop la tête dans le guidon pour voir tout ce que lui, il voit. Donc, c'est super d'avoir des gens comme ça quand tu fais de la scène. C'est une évolution pour toi, parce que tu t'avais déclaré il y a quelques années, tu dis, ouais, je suis l'auteur de tout ce que j'écris à la virgule près. Ouais. Pour moi, c'est très important. Mon premier métier est d'être auteur. Alors, donc, c'est que t'as vraiment fait un changement de cap. Ouais. Comme on dit, avec les cons qui changent pas d'avis. Et c'est vrai, ouais, j'y tenais énormément d'écrire absolument tout à la virgule de tout ce que je faisais sur scène. Parce que, tu vois, moi, j'étais un peu étonnée quand je voyais des artistes qui cartonnaient. Et quand j'apprenais que c'était pas leur texte, mais du coup, pas leur texte du tout, je me dis, ah ouais, putain, t'as quand même ce truc décevant, alors qu'en fait, c'est débile, parce que c'est juste de très bons interprètes, et chacun son talent, tu vois. Et il faut chacun être à sa place et tout. Moi, je sais que je suis quand même une bonne auteure, parce que c'est mon métier depuis 20 ans, sinon ce serait pas le cas. Mais en fait, c'est le regard extérieur qui m'apporte. Et puis, vraiment, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je trouve qu'on se perfectionne à travailler avec quelqu'un, on s'enrichit du style de l'autre, des envies de l'autre, et on n'est plus dans sa bulle. Et je me suis dit, je serais encore meilleure si j'arrête d'être têtue et à vouloir tout réussir toute seule. Parfois, il faut avoir un peu d'humilité, quoi. Et donc là, je suis contente. Ça veut dire que j'ai bien mûri, j'ai grandi. En termes de jeu et de jeu pur, tu t'inspires beaucoup de ce qui s'est fait avant? Alors, en termes de jeu, j'ai aucune inspiration. Je pense que j'essaye d'être moi le plus possible. Dans la vie, vraiment, quand je te dis dans la vie, en fait, on ne sait pas comment expliquer ça, et je pense qu'il y a plein d'humoristes qui peuvent le dire. Alors, il y a plein d'humoristes qui sont pas drôles en dehors de la scène, mais qui sont hilarants sur scène. Il y en a énormément. Moi, je pense que je suis vraiment presque plus drôle dans la vie, avec mes potes et tout. Bon, là, on est en mode interview, donc je réponds sérieusement. Mais vraiment, à des dîners, je prends toujours la part du dîner, et c'est moi qui vais faire rire tout le monde. Et en fait, donc je m'inspire de personnes sur scène. J'essaye d'être moi le plus possible. Et d'ailleurs, justement, comme je suis souvent très scolaire, très travailleuse, très bosseuse, il y a mon petit naturel que j'ai dans la vie qui, sur scène, il est pas tout le temps là parce que je suis stress. Et c'est ça que en fait, j'essaye d'être moi le plus possible, sans être influencée par qui que ce soit.
D'accord. Même pas par Popek. Non, je voyais plus Raymond DeVos, moi. Ouais, Raymond DeVos, c'est vrai que je préparais l'émission avec nous. Il voulait du Raymond DeVos. Roland McDan. Raymond DeVos faisait énormément de jeux de mots. Je t'en fais pas mal des jeux de mots. Ah ouais, tu trouves ? Je trouve, ouais. C'est marrant, ça. Des petites formules, tu sais, la chute, on la voit arriver. Ah ouais ? Tu vois, mais on sait qu'elle est bien. D'accord. On la va venir, mais elle va être bien, la chute. D'accord. Je trouve que Raymond DeVos faisait beaucoup ce genre de sketch où c'était très bien écrit. Ouais. Et on sentait que la blague allait arriver. On la voit arriver. Ouais, tu la vois arriver, c'est sûr. Écoute, justement, plus j'écris, plus j'essaye de gommer les jeux de mots parce que je trouve que c'est des tournures faciles. Et en même temps, c'est beaucoup de travail et aussi une finesse d'esprit. DeVos, c'était un tueur. Hein. Ouais. Et moi, il y a un de ces sketchs que j'adore qui est rien. Tu sais, quand il dit mais rien, c'est pas rien, parce qu'avec 3 fois rien, tu peux acheter quelque chose qui veut bien dire que rien, c'est pas rien. Et en fait, moi, j'ai écrit tout un texte comme ça qui devait être dans mon prochain spectacle. Et c'est pas trop stand-up, donc je sais pas si je vais le mettre finalement, mais c'était avec, je disais, je veux être quelqu'un de bien. Mais est-ce que être une belle personne, c'est être une personne? Parce qu'en fait, quand on dit personne, normalement, c'est personne. Quand tu dis est-ce qu'il y a personne dans la salle, tu peux pas dire qu'il y a personne. Et je disais d'ailleurs, quand on appelle un restaurant, ils disent pour combien de personnes, ce qui veut bien dire que personne, c'est être quelqu'un. Mais alors, et en fait, j'ai écrit tout un truc comme ça. Et c'est hyper drôle, mais c'est du DeVos. Donc, oui, et puis c'est de l'humour français, c'est-à-dire que, par exemple, quand on voit des films de Francis Weber. Ouais. Francis j'adore. Weber utilise énormément ce genre de tournure. De tournure. Juste le blanc. Et on a en France cette tradition-là. Je voulais savoir si tu te situais dans cette tradition, en fait, d'humour français. Écoute, ça fait partie de mon éducation d'humour aussi, parce que moi, je suis née dans les années... faut pas le dire. Non, mais bien sûr, j'ai été bercée vers ces années-là. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça se voit pas. Les années Francis Weber. Moi, Le Dîner de con, c'est un de mes films préférés. C'est-à-dire, il y a une punch, en vrai, il y a une punch toutes les minutes, quoi. Il est trop fort. Et oui, bien sûr, j'ai été bercée par ça. J'aime aussi cet humour-là, mais j'ai l'impression que dans l'univers du stand-up et notre époque, on s'éloigne un petit peu de ça. C'est plus forcément ce qui fait rire les jeunes, en tout cas. Je pense que les gens, genre ma mère, tu vois, tranche d'âge au-dessus de 50, ils aiment encore ça. Et d'ailleurs, ça leur manque. Parce qu'on n'est plus trop dans cet humour. Oui. Mais si tu veux être un peu à la page, il faut quand même gommer un petit peu tous ces trucs de tournure, de jeux de mots et tout. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Même si j'aime bien. Et j'en glisse, c'est vrai, de temps en temps. C'est dommage, je pense que, après, tu sais, dans le stand-up, tu peux... Ce qui est bien aussi dans le stand-up, c'est que tu peux mettre dedans plein de trucs. T'as vu, t'as dit que j'en garde quelques-uns parce que. Tu peux mettre des imitations, tu peux faire des act-out, ce qu'ils appellent des trucs où tu te mets à danser, à sauter partout. Carrément. C'est autorisé. Après, voilà, faire que ça, peut-être que c'est plus possible. Ouais. Mais insérer dans un beat, c'est-à-dire un truc de quelques minutes où tu parles d'un thème, dedans, mettre à l'intérieur des petits trucs sympas, des tournures, je pense que ça. Parce que les gens aiment ça. Ça fait rire. Ouais, t'as raison. Mais mais t'as vu, j'en garde quand même quelque chose. Hein. Et il y a une ville qui compte beaucoup dans ta vie où il fait jour très chaud, palmier, sable chaud et sable plein, sable blanc bleu, très fin. Le jardin secret. Le jardin secret. D'aller à Lando. C'est Trouville, Hall City en anglais. Parle de Trouville, s'il te plaît. En Normandie. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire en Normandie à chaque fois là-bas? C'est quoi Trouville pour toi? Alors Trouville. Pas Deauville comme beaucoup de séfarades qui vont tous les week-ends. C'est vrai. Mais de base, je suis beaucoup plus attachée à Trouville pour une simple raison, c'est qu'il y a un côté très superficiel à Deauville qui me convient pas, qui me représente pas, etc. Alors qu'à Trouville, il y a un côté villageois, tout le monde se connaît. Moi, j'adore ça, j'adore les gens, j'adore le contact. Et puis, en fait, j'y allais petite avec ma mère. Ma mère m'emmenait tout le temps là-bas. On partait en week-end toutes les deux. On allait dormir chez l'habitant à l'époque, parce qu'elle avait pas de thunes. Et en fait, c'était les moments privilégiés, tu vois, de week-end en tête à tête. Et ça m'a marqué. Et dès que j'ai eu le permis et la majorité, je partais en week-end, j'emmenais toutes mes meufs là-bas parce que c'est à 2 heures de route, t'avais la mer. Et puis c'est sympa, tu vois, il y a un truc cool. Et en fait, il y a 6 ans, 7 ans, comme j'ai le luxe de travailler dans des milieux où parfois t'as 1 ou 2 jours off en pleine semaine, je me disais plutôt que d'écrire derrière mon ordi chez moi à la maison, dès qu'il y avait un rayon de soleil, je prenais ma voiture et j'allais à Trouville. J'allais manger sur la plage le midi et le reste de l'après-midi, j'allais dans un petit café et je bossais là-bas et je rentrais le soir et j'avais tout le stress parisien qui était parti là-bas, quoi.
Et en fait, un jour, je me suis dit, j'avais mis un peu de sous de côté, j'avais beaucoup travaillé. Je me suis dit, je vais acheter une petite maison. Et à l'époque, j'étais avec ma copine de l'époque. Et donc, c'était un projet à 2. Et puis, elle m'a trompée et larguée comme une merde. Et je me suis dit, est-ce que je lâche le projet ou est-ce que je me sens tellement bien là-bas? Et j'ai fini par acheter une petite maison à Trouville. Et donc, j'y vais dès que j'ai envie de décompresser, dès que j'ai envie d'écrire 3 jours d'affilée. Et en 2019, j'ai créé un festival d'humour là-bas. Donc, c'est vraiment devenu ma ville de cœur. Les gens m'adorent là-bas. J'ai ma place là-bas. Pour eux, je suis trouvillaise. Trouvillaise, ouais. Et ça, c'est cool. Trouvillais ou trouvillaise. Ouais. Ils aiment, il y a un truc artistique là-bas, c'est-à-dire qu'il y a un esprit artistique. Ouais. Et tu sais, vraiment, je me suis rendu compte en faisant ce festival qui est sorti dans ma tête comme ça. En fait, c'est parti il y a un petit café qui s'appelle la Villa Gypsy, qui est une sorte de coffee shop où je vais tout le temps prendre un café. C'est une famille qui tient ça et je les adore maintenant. C'est comme une seconde famille d'ailleurs. Et à chaque fois ils connaissent tout Trouville parce que tout Trouville vient prendre un petit café là-bas. Et un jour, j'y vais, donc j'avais mon spectacle. Et l'adjoint au maire vient et la patronne dit « Ah bah Léa, tu devrais jouer ton spectacle ici. Nous, on peut pas venir te voir à Paris. C'est chiant, c'est loin, on te verra jamais sur scène. » Et moi, je dis « Bah j'adorerais, mais il y a pas de salle. Il y a pas de scène ici. » Et lui, il dit « Mais comment ça, il y a pas de salle ?»« Mais bien sûr qu'il y a une salle. On a une salle de théâtre au Salon des Gouverneurs au Casino de Trouville. » Et je dis « Ah bon ?» Et il me dit « Je t'organise si tu veux jouer. » Je dis « Banco. » Et j'ai joué en avril. Écoute, je te mens pas. 2 semaines avant, je regarde les réservations. C'est une salle de 350 places. Il y avait 40 réservations. Et là, je me dis, mon Dieu, jouer dans une salle de 350 places avec 40 résas, comment je vais faire? Et j'ai fait un Avignon toute seule. J'ai pris toutes mes affiches. Je suis allée dans tous les commerçants de la ville. J'ai placardé mes affiches partout. 1 semaine après, la salle était complète. C'est juste que les gens n'avaient pas l'info, mais ils avaient envie d'humour, ils avaient envie de spectacle. Et quand j'ai vécu ce bain-là de gens qui étaient en demande de rire et qui sont venus me voir à la fin en disant « Mais putain, quelle bouffée d'air, ça fait du bien et tout », j'ai créé ce festival. Et je me suis dit, on va ramener l'humour à Trouville si Trouville ne peut pas venir à Paris. Oui. Et en fait, 350 places, c'est un festival qui durait sur 3 jours, complet tous les soirs, obligé de refuser du monde et gros carton. C'est super. Ouais, et donc voilà, Trouville, bien sûr, ils sont en demande de spectacles, d'humour, d'art. Et voilà quoi, j'adore. Et où c'est qu'on pourrait te retrouver à Trouville si on... c'est quoi le restaurant alors, si, j'ai mes petits QG. Ouais. Alors, c'est quoi les spots de Léa Lando à Trouville? Ah ouais, alors là, si vous voulez passer des vrais bons week-ends, déjà, donc Coffee Shop, la Villa Gypsy. D'accord. Juste en face, mais vraiment juste en face, tu traverses le mètre de trottoir, tu vas acheter du fromage chez le fromager, chez Dominique et Maria. C'est un petit couple trop mignon qui ont tout quitté pour devenir fromager. C'est le meilleur fromage du monde. Ensuite, tu as les Catchas, tenus par Serge. Alors là, les Catchas, c'est le resto qui sort un petit peu de tout ce qui est touristique, tout ce qui est moules frites et tout ça. C'est ça. Il fait de la bouffe tradie, ces pommes de terre. Faut y aller pour les pommes de terre et la viande. Moi, je suis végétarienne, mais sa viande est dingue. Un accueil génial, un cadre très chaleureux, très intimiste. Et franchement, dès qu'il y a des stars dans la région, de toute façon, elles vont au Catcha. Donc, si tu veux avoir la chance de croiser quelqu'un d'un peu connu, à part moi, je veux dire, genre, tu vas au Catcha. Et l'accueil est top. Les vapeurs, moi j'adore parce que c'est là où ma mère m'emmenait quand j'étais petite, donc c'est une tradition. Dès que je vais à Trouville, je vais manger. C'est en face de la gare, c'est ça? Non, c'est en face du casino. En face du casino de Trouville. C'est vraiment sur les quais, au bout des quais, pas très loin de la mer. T'as les vapeurs, qui est le restaurant traditionnel de Trouville où je suis impossible de pas y aller. Et c'est les moules frites, leur spécialité. Ensuite, il y a les Cures Marines, qui est l'hôtel spa 5 étoiles qui vient d'être créé. C'était mon partenaire pendant le festival et franchement, mais la patronne, elle est géniale, l'ancien patron, ils sont top. Si tu veux te faire un petit spa, tu vas là-bas. Et puis après, si tu as une petite voiture, tu vas sur la plage de Bénerville parce que il y a 2 trucs éphémères qui s'appellent le Sunset et les Ammonites. Et tu as des couchers de soleil. Mais quand je te dis vraiment, j'ai jamais vu des couchers de soleil aussi beaux que là-bas. Mieux qu'à Ibiza. Mieux qu'à Ibiza. Mais je te jure, les couchers de soleil, tu sais pourquoi? Parce que la marée descend. T'as encore des flaques d'eau, tout reflète sur ces flaques d'eau. Le soleil est rouge, il y a personne et la mer, la plage, elle est immensissime. Tu te sens seul au monde face à un coucher de soleil. T'as pas besoin de prendre 12 heures d'avion pour avoir ça. C'est incroyable. Et tu peux faire du cheval sur cette plage pendant le coucher de soleil. C'est ouf.
D'accord. On va y aller. Par contre, faut pas se baigner, quoi. Alors, depuis que j'y vais, je vous jure, j'ai jamais mis un pied dans l'eau. Non. Ouais. Malgré le réchauffement climatique. Ouais, si, je marchote dans l'eau, mais je me baigne pas, je suis trop frileuse, beaucoup trop frileuse. D'accord. Et alors justement, donc à Trouville, pendant le dernier couvre-feu / confinement, t'as écrit, parmi tes projets, il y a un long métrage qui est en préparation. Ouais. Alors peux-tu nous expliquer par rapport à ça, ce que c'est, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, carrément. Donc mon rêve de jeune fille, mais vraiment d'enfance, c'est de faire du cinéma. Et plus j'ai vieilli, et plus je me suis dit, j'adore jouer, j'adorerais toujours jouer, c'est pour ça que je suis sur scène. Mais j'aime écrire surtout, et j'aime raconter des histoires. Et donc j'ai voulu devenir scénariste et réalisatrice. Donc j'ai fait des courts-métrages qu'on fait pas mal leurs petits bonhommes de chemin, qui ont été sélectionnés dans des festivals et tout. Et puis j'ai proposé à un producteur qu'on m'a présenté un synopsis d'un long-métrage qu'il a signé tout de suite parce qu'il a bien aimé. Et il se trouve que j'ai signé 3 films chez ce même producteur. Et finalement, le 3e, qui devait être donc le 3e, est devenu le premier. Et c'est une question d'époque, de machin. Et c'est l'histoire d'un humoriste. C'est l'histoire d'un humoriste, père de famille, qui va récupérer son fils à l'âge de 8 ans parce que sa mère est décédée. Et donc, il va lâcher la scène pour réaliser... Il va en fait lâcher son propre rêve pour réaliser les rêves de son enfant. Et puis, je vous raconte pas la suite. Bravo, c'est bien. Merci. Bravo à toi. Bon, on verra. Après, notre projet, donc c'est le nouveau spectacle, ton futur spectacle stand-up. C'est prévu pour quand? Parce que la dernière fois, j'avais vu que ça devait être pour janvier 2021. Ouais. Donc du coup, là, c'est repoussé à quand? C'est quand les dates? Arrêtez de me mettre la pression. Je mets pas la pression. On veut savoir un peu les infos. T'as vu, j'ai bossé pendant le confinement à fond. Franchement, je l'ai le spectacle en vrai. Je l'ai écrit. Il est là. Mais plus je joue, et plus je me dis, il faut que je continue à faire des scènes ouvertes et que je rôde. Et en plus, ce qui est fou, c'est que j'ai écrit un spectacle et là, j'écris des choses nouvelles à chaque fois que je passe sur scène. Ouais. Donc, il y a des choses qui m'intéressent plus. Tu vois, là, j'ai écrit mon nouveau passage, c'est sur le trouble, le polyamour et le couple libre, parce que moi, je suis vraiment hyper étonnée par tout ça, mais parce que je sais pas si c'est parce que je suis ringue, old school, trop romantique, trop fidèle, mais c'est un vrai truc d'époque. Et parce que j'en entends parler tout le temps. Donc, je l'avais pas prévu pour mon spectacle, mais c'est un truc qui me saisit en ce moment et je peux pas l'ignorer, donc j'écris dessus. Donc mon spectacle, il bouge tellement là, David, que je me dis... donc il est encore en gestation. Il est encore en gestation, j'ai envie de parler de plein d'autres trucs. Tu vois, là, t'as des QR codes sur la table, et là, le nouveau passage que je suis en train d'écrire, c'est sur la dématérialisation. Parce que je trouve ça ouf. Tu sais qu'avant, au resto, quand tu voyais 2 personnes qui étaient là avec leur portable, un couple, t'avais de la peine pour eux. Maintenant, ça se trouve, ils regardent juste le menu, tu vois. Et j'écris là-dessus parce que je me dis, on vit dans un monde qui dérègle un peu tout. Tous les codes. Et donc, un monde de fou, quoi. De fou, purée. Vraiment. Donc, peut-être janvier, ok? Peut-être janvier 2002. J'aurais juste un an de retard, c'est pas dramatique. Oui, non, mais après, c'est que c'est un peu par rapport au fait qu'avant, tu mettais ton spectacle directement sur scène sans vraiment le tester. Enfin, tu le peaufinais séance après séance. Exactement. Là, tu peux vraiment le travailler avant, donc c'est mieux. Ouais, exact. C'est ça que je veux faire. Je veux faire le travail inverse. Comme ça, j'arrive sur scène et j'ai un spectacle qui déboîte. On espère que ton spectacle va déboîter, que ton film aussi qui va sortir également. Merci d'avoir été avec nous, Léa. Merci, Léa. Non, merci à vous, c'était trop cool. Et donc voilà, Léa Landau, allez la suivre sur les réseaux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Le Pitch Club.